Salut les geeks. On continue notre exploration des Special Strange de notre enfance avec, aujourd'hui, le numéro 14 de décembre 1978. Un bien bel ouvrage avec une couverture prometteuse, mettant en scène Spider-Man, le Captain Marvel et l'araignée. Cette fois-ci, la couverture n'est pas une escroquerie, pas comme la précédente du Special Strange 13 où l'on voit Ka-Zar en vedette, alors que sa présence dans la BD s'étale sur 2 cases. Vous m'avez fort justement fait remarquer que je n'avais pas parlé des autres récits du Special Strange 13, et c'est vrai que j'ai eu la flemme d'en parler, parce que ces récits n'étaient pas très bons, et que j'avais pas envie de perdre du temps à parler de quelque chose que je n'avais pas envie. Franchement, je n'ai pas accroché, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais promis, aujourd'hui, je ne vais pas reproduire cet oubli, et je vais vous parler du Special Strange numéro 14 dans son intégralité. Promis. Et avant de parler de la seule chose qui nous intéresse, je veux bien sûr parler des X-Men, évoquons brièvement les autres récits à commencer par le premier qui rassemble Spider-Man et le Captain Marvel opposés au Basilic. Cet épisode est tiré du Marvel Team-Up numéro 16 de décembre 1973, et même si Len Wein est à l'écriture et le virtuose Gil Kane est au dessin, je me suis personnellement ennuyé à lire cette histoire. Ça n'engage que moi, et peut-être que vous avez aimé, aussi je vous invite dans les commentaires à me dire pourquoi vous avez apprécié cet épisode. Mais moi, j'avoue que j'ai pas été emballé. Le second récit réunit l'araignée et Mister Fantastic qui vont sauver le Captain Marvel des griffes du Basilic dans un récit tiré du Marvel Team-Up numéro 17 de janvier 74. Enfin, le dernier récit rassemble la chose et l'épouvantail dans un épisode appelé Noir et la nuit du démon, une aventure de 17 pages tirée du Marvel 2-in-1 numéro 18 d'août 1976, écrite par Bill Mantlo et Scott Edelman. Bon, c'est comment dire, intéressant à lire pour ne pas paraître grossier. Et venons-en enfin à ce que vous attendez tous, le 9e épisode des X-Men tiré du Uncanny X-Men 103, datant de février 1977, écrit par le talentueux Chris Claremont et dessiné par le grand Dave Cockrum. Dans le donjon des Cassidy en Irlande, le Fléau et Black Tom Cassidy ont vaincu les X-Men à l'exception de ce bâtard de Cyclope qui a préféré rester avec sa meuf qui se porte bien plutôt que d'aider ses copains. Je passe. Nos pauvres X-Men n'ont pas su faire parler le cuir dans l'épisode précédent, ils ont surtout été âpres dans la défaite et magistraux dans la branlée. Mais au cours de la baston, un groupe de léprochaumes a récupéré Diablo, inconscient, par un passage secret. Lorsque le diablotin reprend conscience, il est assez surpris de se retrouver entouré de lutins. Ces derniers sont tout aussi étonnés par sa capacité à devenir invisible dans l'ombre. Premier bug du scénario, on est amené à s'interroger sur le pouvoir d'invisibilité de Diablo. Comment est-ce que notre petit diablotin a pu atteindre l'âge adulte sans avoir jamais remarqué sa capacité de se fondre dans les ombres et de devenir invisible? C'est bizarre quand même. Et là, j'en instruis que vous êtes, vous avez tout de suite remarqué que la découverte de ce pouvoir dans l'épisode viole le principe du fusil de Tchekhov. Alors attention, là c'est la séquence « Je pète ma science » en toute impunité, car pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'il s'agit d'un principe dramaturgique attribué au dramaturge russe Anton Tchekhov, qui explique que chaque détail mémorable dans un récit de fiction doit être nécessaire et irremplaçable, et donc il ne peut être supprimé. Par exemple, si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et la découverte de ce pouvoir de Diablo viole ce principe de narration, car une partie assez importante de cet épisode est consacrée à découvrir et à explorer cette capacité. Et rapidement, on comprend que Diablo songe à s'en servir pour vaincre ses ennemis. Mais au final, cette nouvelle capacité ne sera jamais utilisée dans la bataille finale. D'ailleurs, cette capacité s'est avérée peu utile à long terme et a souvent été oubliée par les auteurs ultérieurs qui ont utilisé le petit Diablo. Alors notre X-Man rencontre le sénéchal Himon O'Donnell, qui veillait autrefois sur le château et qui explique aux X-Men que les lutins ont toujours été confiés à la famille Cassidy depuis des générations. Et là, boum, deuxième incohérence du scénario, Himon dit que les lutins sont protégés par la famille Cassidy depuis des générations, mais le hurleur ne semble pas en avoir connaissance. C'est bizarre, non? Himon explique aussi que le Fléau et Black Tom sont venus dans le château que récemment, et ils ont été embauchés par Eric le Rouge pour attirer les X-Men dans un piège afin d'attirer le professeur Xavier vers eux, et au final, tuer le vieux professeur. Et là, on touche à un autre point incompréhensible du scénario. On nous dit que Black Tom a voulu attirer Sean et le reste des X-Men ici, dans ce château, pour les éloigner de Xavier. Alors pourquoi est-ce que le Fléau et Black Tom ne se sont-ils pas simplement rendus à New York pour attaquer le professeur Xavier, alors qu'ils savaient que les X-Men étaient en vacances en Irlande? Bon, on va dire que les deux psychopathes avaient envie de se défouler. Et justement, ils ont de drôles de distractions. Dans un laboratoire, le Fléau et Black Tom essayent de torturer les X-Men prisonniers dans des carcans spécialement préparés pour neutraliser leur capacité mutante. Tandis que Black Tom est sur le point de torturer Tornade avec son gant neuronique, Diablo se téléporte
téléporte dans la pièce et utilise son inducteur d'image pour faire croire qu'il est Charles Xavier. Aveuglé par son désir de tuer Xavier, le fléau se rue sur lui, mais n'arrive pas à le choper. D'ailleurs, il est surpris de voir que son demi-frère tient sur ses jambes et fait des bonds comme la plus douée des cabris. Un des coups de poing de cet abruti de fléau détruit accidentellement l'un des murs du château, et c'est l'erreur fatale. Tornade, qui a un lien avec la nature, retrouve sa volonté et sa respiration, si je puis dire. Terminée la claustrophobie. Regonflée par les embruns vivifiants de Dame Nature, Ororo se libère de son dispositif inhibiteur et elle déclenche un ouragan lui permettant de s'enfuir par le trou et d'emmener avec elle Serval et Colossus. Seul le Hurleur reste prisonnier de ses tortionnaires. Ces derniers l'emmènent dans une tour du château et menacent de le tuer si les autres X-Men n'essayent pas de le sauver. Aidés par les lutins, les X-Men se frayent un chemin à travers les remparts, mais la tour est équipée de nombreuses armes pour les tenir à distance. Point intéressant du récit, c'est la première fois que l'on apprend que Serval s'appelle Logan. Ce dernier est très surpris lorsqu'un lutin l'appelle par son vrai nom. Le petit homme n'expliquera pas comment il connaît son prénom et se contentera de dire « les petites gens savent tout ». Cet aspect du scénario implique que les léprochaumes ont une connaissance préalable de Serval, ou peut-être même qu'ils ont des liens avec lui. Chris Claremont était assez doué pour laisser présager des évolutions d'intrigue laissées en suspens pendant de longues années, mais ce point de l'intrigue a été complètement abandonné et n'a plus jamais été ramené sur le devant de la scène, et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose au final. Finalement, Diablo libère le Hurleur, qui va déchaîner son puissant cri sonore sur ses ennemis. Cela finit en baston entre les deux cousins. On ne sait pas grand-chose sur Black Tom. On devine qu'il est un mutant, comme son cousin, mais dans cet épisode, ses capacités réelles ne sont jamais expliquées. On sait qu'il peut tirer des faisceaux d'énergie avec son Kain, mais il n'est pas expliqué si le Kain lui-même est une arme, ou simplement un conduit pour la capacité mutante de Tom. En fait, on a l'impression que tout le monde s'en branle. Bref, ça se bastonne grave sur les remparts, et au final, le Hurleur balance Black Tom du haut de la tour, dans l'océan en contrebas. Inquiet pour son ami, le fléau abandonne brusquement le combat et plonge à son tour, en jurant que si Tom meurt, il reviendra après pour buter tous les X-Men. Au final, Eric le Rouge rend compte à l'empereur des Shi'ar, j'ai jamais su si on disait Siar ou Shi'ar d'ailleurs, mais Shi'ar ça fait bizarre quoi. Je disais quoi, oui, il rend compte à l'empereur, qui est le frère de Linendra, de l'échec des deux blaireaux qui n'ont pas été capables de vaincre les X-Men. L'empereur n'est pas vraiment content, mais Eric jure que son prochain plan n'échouera pas, car il compte utiliser le pire ennemi des X-Men, le terrible Magneto. Et là, il y a un suspense insoutenable qui te donne envie de voir la suite sans tarder. Mais ça sera dans le prochain épisode. À bientôt mes petits léprochaumes.